vous proposer d'entendre successivement Jean-Yves Collet et François-Michel Lambert, nos députés présents cet après-midi, à tour de rôle et dans cet ordre, si vous le voulez bien, messieurs, pour commencer avec Jean-Yves Collet, que je vais inviter à rejoindre le pupitre. Vous êtes député de Lyon et rapporteur de la mission sur la forêt française et la filière bois. Donc merci, monsieur Collet, de votre présence et de la primeur d'un certain nombre peut-être de présentations, en tout cas, ou de rappels pour ceux qui ont été concernés à un moment ou à un autre par votre rapport. Et nous entendrons ensuite monsieur Lambert pour un autre rapport. Merci. Merci d'abord de votre invitation. Toutes mes excuses également à tous ceux qui m'ont déjà entendu présenter les principales lignes de ce rapport, dont j'espère que ceux qui ont eu à en connaître et qui m'ont aidé à le rédiger seront moins nombreux que ceux qui pourront, je l'espère, saisir les opportunités qu'il essaye de tracer. Vous avez déjà dit tellement de choses à travers le prisme du bois énergie sur la forêt que j'essaierai de ne pas trop redire. Donc, l'ampleur de l'enjeu, 6,5 milliards de déficit. Si on traduit en emploi, c'est 60 000 emplois à peu près. Si on prend le ratio habituel, 1 milliard de déficit, 10 000 emplois. Ça fait à peu près ça, en moyenne dans l'industrie. La troisième forêt d'Europe qui a le deuxième, qui constitue la ressource du deuxième déficit national. Pas très brillant. Si on pouvait récupérer 60 000 emplois supplémentaires, je pense que ça intéresserait tout le monde. Et donc, l'enjeu, il est bel et bien là. On a également une situation qu'on connaît, qui a été très bien décrite. Pour ceux qui souhaitent savoir dans quel état se trouve la forêt française, je renvoie au rapport de Marie de l'Étoile, rapport du Conseil économique, social et environnemental, publié il y a 1 an et demi, très détaillé, parfait. Et puis cette impression que les contradictions demeurent. Comme le disait M. Ducret tout à l'heure, on a l'impression que les contradictions demeurent. Alors, moi j'ai une conviction, c'est que cette forme d'immobilité ne peut pas durer pour plusieurs raisons. D'abord parce que de nouvelles urgences apparaissent. Vous avez cité l'urgence climatique. Elle est particulièrement d'actualité à travers l'enjeu énergétique. Mais le climat change. Que les uns ou les autres en soyez convaincus ou pas ne change rien au fait, le climat change. Et pour un forestier, le fait que le climat change à l'échelle de quelques décennies veut dire tout simplement que son acte de sylviculture d'aujourd'hui doit tenir compte de ce changement pour tenter d'obtenir des produits demain. Quand vous plantez un arbre aujourd'hui, il aura dû se développer pendant une période climatique qui aura changé. Bon. Ce changement climatique nous interpelle pour notre consommation énergétique, nous demande d'avoir recours bien davantage aux énergies renouvelables qu'aux énergies fossiles et aux matériaux renouvelables plutôt qu'aux matériaux fossiles. Le bois, matériaux, énergétique ou structure, le bois est au cœur du problème à travers la forêt et de la réponse à travers l'usage du bois en matériaux de substitution énergétique ou matériaux de structure. Nous avons évidemment l'enjeu énergétique qui fait arriver sur le terrain de la forêt des industriels qui auparavant s'en étaient un peu éloignés. Le bois n'était pas moderne. Le bois, après la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas considéré comme un matériau d'avenir. Nous avions la pétrochimie, la carbochimie, la sidérurgie sur l'eau, toutes sortes de choses qui étaient modernes et qui ont bénéficié, je ne parle même pas d'autres sources d'énergie, qui ont bénéficié d'investissements extrêmement lourds, malgré leur caractère, certes, complètement décarboné, mais posant d'autres questions. Le bois ne faisait pas partie de cette aventure-là. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que nous payons par rapport à d'autres voisins européens et notamment du Nord, le Nord commençant à l'Est, comme vous le savez, de l'Autriche à la Scandinavie, ce déficit d'investissement, eh bien, on voit bien qu'il pèse globalement. Même si nous avons des entreprises extrêmement performantes qui, elles, ont fait l'effort d'investir, il n'en reste pas moins que globalement, nous avons un déficit de capacité industrielle à transformer notre ressource, ce qui fait que le marché qui se développe au détriment de notre commerce extérieur. Le bois, les gens en veulent pour leur maison, pour leur mobilier, pour leur énergie, et ils le trouvent sur le marché. Si nous ne sommes pas capables de leur fournir dans des conditions où ils le souhaitent, eh bien, on va le trouver autrement. Autre élément qui fait que cette immobilité, en quelque sorte, ne peut pas durer, je pense que c'est une chance, nous avons, au niveau de la compétition sur les sols, également la ville, le secteur agricole,
Et puis la forêt, mon Dieu, en France, c'est toujours le tiers larron qui fait la différence. Ce qui était agricole devient urbain, et ce qui n'est pas urbain reste agricole. Et puis, mon Dieu, on fait la balance avec le recrue forestier sur les déprises agricoles depuis la Première Guerre mondiale. C'est ce qui fait que la forêt progresse dans l'Ouest alors qu'elle est structurellement à l'Est, si on veut faire des caricatures. Et que cette compétition sur les usages du sol interpelle également l'espace forestier. Enfin, dernier point, la forêt est multifonctionnelle. Tout le monde le dit, c'est dans un excellent rapport de 1945 déjà. La biodiversité, enjeu considérable aujourd'hui. Mais la multifonctionnalité de la forêt, fonction sociale, fonction environnementale, fonction économique, eh bien, elle n'est pas aujourd'hui assimilée par notre société. Et à chaque fois que la question se pose de la mise en valeur de la forêt française, eh bien, chacun convoque en quelque sorte la part de l'opinion qui est le plus proche de son centre d'intérêt pour savoir s'il faut couper, ne pas couper, préserver, produire, ne pas produire. Et la presse regorge de cas que vous pouvez identifier les uns et les autres sur le territoire où ces conflits naissent dès qu'un projet apparaît. Donc, première conclusion pour ma part, si nous voulons sortir de cette immobilité, et nous y sommes contraints, ce qui est une bonne chose, il faut, premièrement, développer des capacités d'investissement à l'aval de la filière pour que le bois se trouve valorisé dans ses différentes fonctionnalités, ce qui permet une remontée de valeur ajoutée et donc à l'investissement en forêt. Et il faut, par ailleurs, faire partager à la société les enjeux multiples de la forêt française, de telle sorte que, politiquement, démocratiquement, socialement, à travers des débats publics, les orientations de la forêt, production ici, conservation là, aménité sociale ailleurs, que ces différentes fonctions soient bien comprises par la population et qu'ensuite, l'aménagement et la mise en valeur de la forêt ne reposent pas systématiquement à chaque fois les mêmes questions, que ces questions soient tranchées de façon transparente. Il me semble que c'est tout à fait important. En ce qui concerne plus particulièrement l'énergie, évidemment, le bois dans la biomasse a toute sa part. On a cité les chiffres tout à l'heure et ils sont parfaitement exacts. Mais il faut évidemment aussi considérer qu'il n'y a pas de valorisation énergétique du bois sans valorisation complète du bois. Vous savez, les adages sont nombreux. Faire du bois énergie sans faire du bois d'œuvre, c'est comme élever des cochons pour manger que les pieds. Ça, c'est pour les produits fatals de la sylviculture. Bon. Mais ne pas valoriser le bois qu'on a utilisé en bois d'œuvre et en meubles dans le recyclage énergétique, c'est complètement gâcher la ressource et c'est provoquer des tensions sur les modalités de sylviculture. Donc cet idéal des trois vies du bois, bois de structure, bois reconstitué, bois énergie, nécessite beaucoup d'efforts et d'investissement et de réglementation et d'innovation technologique aussi, parce que le bois, quand on le brûle, produit aussi des rejets et qu'il faut bien que les technologies de combustion, les technologies de contrôle des fumées soient en accord avec la réglementation et avec les objectifs généraux. Donc, partager les objectifs à travers un processus démocratique, je ne détaille pas, savoir investir à l'aval pour relever le défi de la valeur ajoutée, intégrer la valorisation énergétique dans les trois vies du bois. Et pour faire tout cela, il faudra bien entendu des mesures législatives pour que forêt publique et forêt privée se mobilisent, mais il faudra aussi des mesures réglementaires, une incitation, politique, décentralisée à travers les régions, les collectivités, puis il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Alors, le fonds stratégique, je vous renvoie à mon excellent rapport qui est sur le site du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, mais le fonds stratégique, ça n'est jamais qu'une enveloppe à l'intérieur de laquelle il faut faire arriver des ressources. Et si possible, des ressources qui, dans un temps budgétairement difficile, sont des ressources qui se compensent, qui sont des ressources qu'on affecte, mais qui ne sont pas des ponctions nouvelles sur la filière. À cet égard, je préconise dans ce rapport, j'ai eu quelques échanges avec des professionnels sur ce point, j'ai sans doute pas été très clair, en matière de TVA, par exemple. Vous savez tous qu'il est imaginé que la TVA passe à 10% sur le bois de chauffage, le bois énergie. Je considère qu'il n'y a pas de logique à cela, et que c'est désincitatif, et qu'il conviendrait, c'est mon souhait de parlementaire,
que les finances de mon pays permettent de maintenir la TVA sur le bois à 5%. Et si toutefois ça n'était pas possible, je préconise que la ressource budgétaire supplémentaire liée à d'éventuelles augmentations revienne à la filière. Mais ne me faites pas dire que je souhaite que cette TVA augmente pour avoir des ressources pour le moment stratégiques. C'est pas ça. Je souhaite que si jamais elles arrivaient, ces recettes supplémentaires, elles soient orientées vers la filière. Voilà, mesdames et messieurs, en conclusion, ce que je souhaite. Le constat est partagé. Le constat est partagé par des gens qui connaissent le problème. Nous devons sortir ces enjeux du club pour qu'ils soient complètement appropriés par la société. Nous devons fournir, c'est vrai, quelques moyens budgétaires pour relever en quelque sorte les retards pris, notamment en matière d'investissement. Nous devons avoir une fiscalité, c'est le dernier train des mesures de mon rapport, qui cible la forêt productive, j'entends par productive, de bois, d'aménités écologiques ou d'aménités sociales, mais ne pas favoriser fiscalement une propriété forestière qui ne produirait rien. Et la manière de l'inciter, c'est de faire en sorte que, pour bénéficier du régime actuel, qui est relativement favorable, il suffit de se regrouper. Voilà une incitation facile, simple et assez bien comprise en France pour aller vers de l'organisation et aller vers une production qui n'est pas antinomique de la protection et de la fonction environnementale de la forêt. Mesdames et messieurs, je termine là. Il n'est pas de sujet sur lesquels l'Europe ne soit pas en ligne. Je vous dirais que sur le sujet de la forêt et du bois, il n'y a pas de politique européenne de la forêt et du bois. Il y a des mesures qui concernent la forêt. Il y a des directives qui concernent l'énergie. Il y a donc en creux, si j'ose dire, une politique de la forêt et du bois qui se dessine, mais nous n'avons pas conçu au plan européen une politique de la forêt et du bois. Et nous voyons bien ce qui se passe en Pologne avec des plantations considérables d'une forêt relativement monospécifique. Je crois qu'il ne serait pas sain que nous laissions se développer ailleurs des modalités de forêt et de filière que nous ne voudrions pas voir chez nous, puisque nous y perdrions à la fois le combat de la multifonctionnalité au niveau européen et celui de l'économie chez nous. Voilà ce que je pouvais vous dire en conclusion, la nécessité de porter ces enjeux au niveau européen. Nous avons devant nous tous les outils. Il n'y manquera que la constance, parce que la forêt demande de la constance. Les investissements sont lourds. On peut se fixer l'échéance de 10 ans pour, 6,5 milliards en 10 ans. Allons-y morceau par morceau. Les 2-3 premières années, on ira peut-être un peu lentement, mais une fois le rythme pris, je pense que c'est tout à fait à notre portée. Et l'énergie dans cette affaire est une des valorisations du bois dont la forêt ne peut pas se passer et dont la transition énergétique de notre pays ne peut pas se passer non plus. Avant de céder la parole à mon collègue, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai eu, puisque j'ai présenté mon rapport à notre commission quelques jours avant le sien, que nous avons travaillé, certes en nous rencontrant, mais de manière totalement autonome, et que sur le plan du bois énergie, il y a une forme de convergence qui me paraît de très bon augure pour que les choses avancent. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Collet. Je vous invite à rester parmi nous, si vous le voulez bien, monsieur Collet, encore quelques minutes. Donc, je voudrais en profiter aussi pour préciser que vous avez remis votre rapport le 6 juin dernier. Alors, nous allons continuer dans un ordre chronologique, finalement, avec le rapport de M. François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, président de la mission biomasse à l'Assemblée nationale. Rapport concernant la mission biomasse que vous avez coécrit avec Mme Sophie Rofritsch, qui est députée du Bas-Rhin, M. Lambert. Et rapport justement examiné cette semaine, la semaine dernière, si je me souviens bien, le 19 juin dernier, examiné par l'Assemblée nationale et publié hier. Voilà, donc ça, c'est vraiment de l'information de toute première fraîcheur. Je vous propose de bien vouloir rejoindre le pupitre également, M. Lambert, pour nous faire part dans les grandes lignes de la teneur de ce rapport, comme l'a fait M. Collet il y a un instant, que vous rejoindrez ensuite pour pouvoir éventuellement échanger quelques minutes avec la salle.
Merci beaucoup pour l'invitation à pouvoir m'exprimer juste après la présentation du rapport que j'ai coproduit avec Sophie Rofritsch, députée du Bas-Rhin, et rapport qui a été présenté à notre commission développement durable, où j'ai la chance d'être membre aux côtés de Jean-Yves Collet. Quelques heures, Jean-Yves, c'était quelques heures. Pour toi, c'était la veille. Pour moi, c'était le lendemain. Et je pense qu'il y avait une symbiose très, très, très étroite. Ce qui me fait dire d'ailleurs que vous auriez pu éviter de m'inviter et demander à Jean-Yves de faire toute la lignée. Il maîtrise aussi très bien le sujet. Alors, cette mission a commencé en septembre et finalement s'est prolongée parce que nous avons eu la volonté d'aller loin. La mission qui nous était demandée au départ et que nous avons assumée, j'espère, était par rapport à l'objectif qui a été rappelé en 2020, 23% des énergies doivent être d'origine renouvelable, et parmi ces 23%, 60 points seraient d'origine biomasse. Alors, la biomasse, c'est essentiellement le bois énergie, le biogaz et un peu d'agrocarburant. Donc la mission et le rapport qui est en ligne depuis même tout à l'heure, je n'ai pas pu avoir les exemplaires papier, c'est à aborder ces trois éléments. Mais vous imaginez bien que la partie bois-énergie est celle qui a attiré le plus d'intérêt par rapport au potentiel que ceci représente. Et donc le bois, c'est bien au cœur de l'enjeu de transition énergétique, puisque je redonne le chiffre, 60% des énergies renouvelables en 2020 seront d'origine biomasse. Et une grande partie de cette biomasse, la partie majeure, sera le bois. Ce que peu de médias, ce que peu de politiques, et c'était l'un des points que nous mettions en exergue en tout premier lieu, ne mettent en avant. On nous parle du photovoltaïque, de l'éolien, mais beaucoup plus rarement de la biomasse. Donc ça, c'est aussi un point dans lequel, ça a été dit, il va falloir replacer les atouts de la France, et vous l'avez exprimé encore tout à l'heure, les atouts de la France en cœur de cette transition énergétique. Alors, je rappellerai quand même qu'on l'oublie un peu, mais le bois accompagne l'humanité depuis sa naissance, puisqu'on dit que l'humanité est née avec le feu, et le feu, c'est fait avec du bois à ce moment-là. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est intrinsèque à ce que nous sommes. Ceci étant, et ça a été rappelé, moi je reprendrai les 6 F, on l'a mis dans notre rapport, le bois n'est pas avant tout une utilisation énergie. Il a différentes fonctionnalités, ça a été dit, j'insiste dessus, nous devons aborder le bois par rapport à ce qu'il apporte. Et j'aime bien, et sinon nous n'aurions pas repris, la proposition exprimée par Christian Couturier tout à l'heure. Donc de ce fait, vu qu'il a plusieurs destinations, certes nous avons utilisé, et M. Ducré le rappelait, l'idée que c'était une ressource rare et donc il fallait l'aborder dans une approche la plus optimale possible. Peut-être que nous aurions dû écrire une ressource précieuse, puisqu'elle n'est finalement pas si rare, elle est là. 100 millions de tonnes ont été rappelées en termes de croissance annuelle, seulement 50% utilisés. Mais comment utilise-t-on cette croissance? Comment utilise-t-on cette ressource? Nous devons non pas y voir la masse, mais nous devons y voir un produit précieux et donc une hiérarchie d'usage. Et ceci est primordial. Et nous n'avons cessé de le rappeler dans notre mission, que le bois n'a pas pour vocation première à produire de l'énergie. Alors, à partir de là, comment on peut aborder le sujet? Nous avons donc préconisé un observatoire national de la biomasse, mais qui se déclinerait jusqu'à une précision la plus juste possible des ressources par territoire, pour pouvoir déterminer les potentiels dans une vision des hiérarchies, évidemment, les potentiels de la biomasse, dans une vision non statique, mais dans une vision dynamique, puisque le bois a une évolution. On a globalisé la biomasse, donc pas seulement le bois, mais le bois serait dans cet observatoire de la biomasse, permettrait, par rapport à une France de la diversité, une France avec des différences très contrastées, avoir des réponses en termes de ressources biomasse et de biomasse énergie particulières par territoire. Et donc, derrière,
construire des modèles assez symbiotiques, des visions, pour revenir sur le bois, d'écologie industrielle, où on est en capacité, comme en reprenant l'exemple du cochon, de traiter les meilleurs morceaux pour faire du bois d'œuvre, des meubles, du bois de construction, puis après pour l'industrie, et puis au final, ce qu'il reste serait versé au bois énergie. Et le déchet, les cendres, seraient encore un produit que l'on réutiliserait notamment pour amender les forêts. Donc avoir une boucle de l'économie circulaire autour de l'utilisation du bois, une cascade de l'utilisation du bois, une autre métaphore que nous avons utilisée. À partir de ceci, on se pose la question, et ça a été dit, de la chaîne. Nous devons avoir une vision de la chaîne logistique, c'est-à-dire que l'on doit penser de la forêt jusqu'à la distribution de la calorie ou de l'électron, pour rester que sur la partie énergie. Et il y a une multitude d'étapes et d'acteurs sur toute cette chaîne. Et tous ces acteurs, le forestier donc, celui qui récolte, celui qui transporte, celui qui transforme, celui qui retransporte, celui qui finalement le transforme en énergie, et qui après, encore un autre peut-être qui distribue l'énergie, doivent être vus dans une chaîne unique où la valeur doit être assurée en termes de distribution pour qu'il n'y ait pas sur cette chaîne un maillon faible qui ne bénéficie pas de la valeur que l'on y met, qu'elle soit directement par l'équilibre économique naturel ou par les fonds publics qui pourraient amender, qui pourraient renforcer cette chaîne en construction. Et ça, c'est un schéma que nous devons avoir à chaque fois que nous sommes dans un projet et programme. Ceci veut dire que l'on ne peut pas construire, et nous avons fortement insisté là-dessus, nous ne pouvons pas construire des modèles qui sont découplés hors sol du territoire dans lequel ils sont. C'est-à-dire que lorsque l'on lance un programme, un projet d'énergie autour de la biomasse et plus particulièrement du bois énergie, nous devons être dans des modèles qui sont adaptés à la ressource du territoire. Et donc, ça renvoie à ce que nous avons connu ces dernières années, puisque nous avons eu d'un côté les fonds chaleur, je vais y revenir, et d'autres, les appels à projets de la Creux, 1, 2, 3, 4. Et ces appels à projets de la Creux nous semblent, et ça a été dit par nombreux de ceux que nous avons auditionnés, plus de 40 structures auditionnées, et je crois que c'était assez unanime, ces appels à projets de la Creux se sont retrouvés du fait de ne pas être ancrés dans une vision au préalable de la disponibilité de la ressource dans le territoire, déconnectés des réalités de la ressource. D'ailleurs, il suffit de regarder les vrais chiffres qui sortent des réalisations des appels à projets de la Creux. Nous sommes à peine 1 sur 5 projets qui, in fine, aura abouti. Donc il y a bien un échec de ce modèle qui a voulu depuis Paris, c'est une image, lancer des investissements lourds pour une transition, mais qui ont été découplés des réalités locales. Donc on ne peut pas faire de projet s'il n'y a pas, avant tout, une approche des réalités locales, des disponibilités, et toujours, je réinsiste, dans la hiérarchie d'usage, dans la vision type 6F. Les fonds chaleur. La critique que nous avons sur le fonds chaleur, c'est qu'aujourd'hui, il se met en œuvre à partir de la chaufferie. Et il distribue donc de la valeur déjà trop tard dans la chaîne. Il ne vient pas, on demande indirectement à ce que cette valeur soit redistribuée en amont, un peu d'ailleurs comme les projets creux. Mais c'est, je dirais presque, au bon vouloir de celui qui dispose du fonds chaleur de savoir redistribuer pour mobiliser le bois en amont de la filière. Et donc nous préconisons que le fonds chaleur, il s'appuie sur un projet global qui intègre toute la chaîne des acteurs, toute la chaîne logistique, pour justement renforcer et faire qu'il n'y ait pas un maillon faible qui fera une rupture de la chaîne et qui fera, je dirais presque, le meilleur des cas que le projet ne sort pas, et dans le pire des cas que le projet sorte, mais finisse par être dans un modèle négatif et qui crée des problèmes économiques, voire des fermetures.
Pour finir sur ce modèle de territoire, on voit immédiatement émerger le fait qu'il y a des structures particulières qui seront peut-être plus privilégiées. Je pense notamment aux coopératives ou aux SIC. Ce sont des outils qui existent et qui sont en capacité de mobiliser tous ces acteurs autour du projet pour notamment mobiliser, entre autres, ou récupérer toute la valeur ajoutée que générera le projet. Donc aussi, nous avons insisté sur des modèles de territoire et nous préconisons une réflexion sur des modèles type coopérative, voire SIC, qui permettent d'associer tout à la fois public et privé. Je finirai en disant une chose. Jean-Yves l'a exprimé tout à l'heure. Il y a de l'innovation. C'est par l'innovation. Mais l'innovation, ce n'est pas que technologique. L'innovation, c'est organisationnel. Il y a de nouveaux schémas à structurer. L'innovation, c'est aussi financière. Jean-Yves a abordé des éléments. Nous avons peu travaillé là-dessus. Mais il y a des éléments financiers, des innovations financières, de nouveaux schémas financiers qui sont à mettre en œuvre pour justement permettre à tout le monde d'être impliqué et dans un modèle robuste. Et, comme je l'ai exprimé, il y a aussi des innovations sociales et de gouvernance qui permettront de faire que ce projet qui est prévu pour être imbriqué dans un territoire, de mobiliser les acteurs du territoire, parfois de façon très dispersée, et sur de la durée, sur 20 ans, fasse qu'il y ait une appropriation par tous les acteurs qui doivent être dans ce projet et que ce ne soit pas quelque chose qui tombe, venant peut-être un peu de nulle part, et qui fait que l'on se retrouve avec des oppositions parfois très fortes et non une mobilisation de tous les acteurs. Voilà, merci. Merci, Monsieur Lambert. Je vous propose de rejoindre nos invités, comme convenu, pour pouvoir échanger avec la salle, comme je vous le proposais tout à l'heure. Alors, sans autre transition non plus, et comme ce matin, pour ceux qui étaient déjà parmi nous, je vous invite à lever la main pour vous exprimer. Et à chaque fois, si vous voulez bien respecter cette petite règle, je vous propose de vous présenter pour bien vous situer, notamment dans cette chaîne de valeur dont nous venons de parler à plusieurs reprises, Monsieur Lambert. Et je vous laisse poser votre question et nous dire éventuellement à qui elle s'adresse. Déjà, de nombreuses mains qui se lèvent. Compte tenu de notre démarrage un petit peu décalé cet après-midi, nous pouvons considérer que nous sommes encore dans les temps, mais effectivement, les personnes qui souhaitent s'exprimer, les premières mains seront les premiers servis. Voilà. Madame, peut-être pour commencer. Sylvie Coine, donc je suis en Languedoc-Roussillon, je rassemble les syndicats de propriétaires forestiers. Donc c'est en tant que détenteur de la ressource que je prends la parole. Et j'ai envie quand même d'interroger monsieur de l'ONF, monsieur Brault, parce que dans sa brochure, mais il n'est pas le seul, j'aurais pu poser ce matin la question à l'ADEME de la même façon. Ce qui est mis en avant, entre autres, c'est le fait que le bois est un combustible écologique le moins cher du marché. Est-ce que vraiment il faut continuer à vendre le bois énergie pour ses qualités de prix? J'ai plutôt l'impression que quand on fait du bio, quand on vend du bio, on a une marge de surprix. Il y a 20%, 30% acceptable, tolérable. Et en matière de bois, c'est exactement l'inverse, et je ne comprends pas. Je crois que le bois a des qualités d'énergie renouvelable, ça c'est certain, mais vendre du bois, vendre l'énergie bois parce qu'elle est la moins chère du marché, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui paye dans la chaîne, et je crains que ce soit en particulier les propriétaires. Mais bon, là, je saute sur ce document, oui. Mais je m'adresse à l'ADEME de la même façon, qui présente toujours le bois de cette façon-là dans ses brochures. En tant que propriétaires qui avons du mal à valoriser notre bois et à réinvestir, eh bien, je dois dire que ça me fait mal à chaque fois de lire ça. Vous a au minimum interpellé, comme vient de l'être M. Fraud. Je vous invite à vous répondre directement s'il le souhaite, bien sûr. Le document en question pose effectivement présente ce que l'ONF propose en termes de produits bois-énergie, tout produit, et notamment un document qui est quand même fortement axé sur les produits mis à disposition des particuliers, le bois bûche, le granulé.
c'est un petit peu moins axé, même si ça en fait partie sur la plaquette. Et c'est vrai que ça fait partie des critères aujourd'hui, des solutions qui sont proposées aux particuliers. Et le prix, enfin le coût aujourd'hui de l'énergie bois fait partie des critères qui peuvent intéresser le particulier. C'est pas le seul critère qui est mis en avant sur ce document. Il l'est parmi d'autres, mais c'est vrai que c'est important pour un particulier de savoir aujourd'hui que se chauffer avec un poêle à granulés, en termes de chaleur, c'est économiquement plus avantageux que l'électricité. Et je crois que oui, ce n'est pas le critère que l'on met en avant, mais ça fait bien évidemment partie des critères que l'on met en avant pour promouvoir les produits issus de la forêt. Jusqu'à nouvel ordre, c'est du factuel, finalement, ce que vous dites par rapport... voilà, madame, pardonnez-moi, je vous invite à éventuellement échanger un peu plus avant avec monsieur Froid ensuite, si vous le souhaitez, mais comme vous le savez, nous avons d'autres questions de la salle et je vais vous proposer de donner un petit peu de rythme à tout cela et à poser des questions courtes pour avoir des réponses courtes, si vous le voulez bien. Valentin Bellassène, CDC Climat Recherche. Ma question s'adresse à Jean-Yves Collet, que je félicite pour son rapport et son constat sur la fiscalité forestière et sa proposition qui me paraît de bon sens. Néanmoins, j'ai un ami dans l'administration qui a exhumé un rapport des années 70 qui faisait le même constat. Alors, qu'est-ce qui vous fait espérer que votre proposition fiscale a cette fois des chances de passer dans la prochaine loi d'avenir ou la prochaine loi de finances ? Merci, monsieur Collet. Je pense que si j'avais aucun espoir que mes propositions aboutissent, je me serais épargné beaucoup d'efforts déjà. Donc il y a une part de conviction. Il y a aussi le fait qu'au cours de la maturation de ce rapport, j'ai rencontré les représentants des différents propriétaires forestiers. La question de la fiscalité est extrêmement sensible et que j'ai pu constater que l'idée non pas de réformer, mais de concentrer l'effort, la dépense fiscale, comme on dit, sur un objectif commun, était bien acceptée. Donc je pense que dès lors qu'on a un bon partage de l'objectif, il y a de meilleures chances de réussir. La difficulté, elle est budgétaire. Nous sommes dans une circonstance budgétaire tendue. Et c'est pour ça que j'ai essayé de présenter les choses de manière équilibrée, en disant, quitte à faire une dépense fiscale, autant qu'elle soit utile. Donc ça n'est pas un surplus de dépenses, c'est simplement une orientation de la dépense fiscale. Et par ailleurs, sur le foncier non bâti, comme vous le savez, je préconise qu'on arrive à récupérer le foncier non bâti non recouvré, en dessous de 12 € par propriétaire, et qui est lié à la multiplication des propriétaires. Et ensuite, pour que ce soit bien compris par tout le monde, je donne la clé en disant, si vous voulez continuer de bénéficier d'un régime adapté, c'est simple. Regroupez-vous. Alors après, pourquoi je crois que ça va marcher ? Parce que je crois que ça doit marcher et que je compte sur vous pour que ça marche. Hein. Merci, messieurs, pour cet échange. Monsieur ? Oui, Jean-José Vaneg, de la revue Énergie Développement Durable. Depuis ce matin, il y a un mot dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Je ne l'ai entendu qu'une seule fois, c'est dans l'intervention de monsieur Jean-Yves Collet. Alors que dans d'autres secteurs comme l'hydroélectricité, c'est l'un des grands combats qui s'engagent et qui fait qu'on a une limite au développement de l'hydroélectricité, c'est le mot biodiversité. Est-ce qu'il y a un frein au développement de la biomasse ou pas ? Merci. Merci, monsieur. Adressez-vous cette question à quelqu'un en particulier ou qui veut... Bien. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Monsieur Lambert, si vous voulez bien. Il fallait me donner 2 heures et j'aurais développé l'un des 6 F que Solagro et Christian Courturier met en avant, évidemment. Peut-être que j'aurais dû insister, je le note pour ma prochaine intervention. Mais vous avez raison, la biodiversité est un des 6 F que nous devons prendre en compte lorsque l'on est face à la ressource bois. C'est forêt, hein, c'est dans le F de forêt, voilà. Alors peut-être que pour nous, c'est tellement induit qu'on ne l'exprime pas clairement, donc je le note et merci à Jean-Yves de l'avoir dit. Merci, monsieur Lambert. Monsieur Ducret, vous voulez souhaiter Oui, juste en 2 mots, je rappelle ce qu'on disait, c'est que c'est avant tout un acte de sylviculture, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas opposer production de biomasse et des problématiques comme les aménités ou la biodiversité. Plus on valorisera l'ensemble des produits dans une forêt, plus on sera capable de faire les bons investissements, la meilleure sylviculture dans tous les domaines. Et la production de bois ne se portera jamais mieux que lorsqu'elle respectera le mieux la biodiversité. Il ne faut absolument pas opposer les deux. Les deux vont de pair et les deux favorisent. C'est une des rares filières où on a la chance de pouvoir faire de l'économie et de l'écologie en même temps. Donc il faut y aller.
Monsieur De Sèze. Oui, je veux compléter en précisant que justement la certification forestière PEFC est la preuve de la prise en compte de la biodiversité, puisque c'est un des critères sur lesquels... Et de la compatibilité, des deux entre l'économique, le social et la biodiversité. Donc, plus il y a de forêts certifiées et plus on répond à votre préoccupation. Merci, Monsieur De Sèze. Monsieur de Normandie, pour compléter sur cette même question, et votre question a du succès. Non, mais ceci dit, votre question est une très bonne question, parce que c'est un problème de curseur, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on nous demande systématiquement de produire en produisant plus. C'est pas toujours très compatible. Donc, il y a un moment où aussi ce qu'on veut faire. Il ne s'agit pas non plus de raser et de passer de la cueillette à raser les forêts. Et si on veut effectivement avoir une forêt au rendez-vous de la production pour avoir la construction dont on a besoin, au lieu d'avoir du bois d'importation, si on veut avoir le bois, la biomasse que l'on veut pour effectivement pouvoir accompagner le développement du bois énergie, il y a un moment où il faut être capable, sur le terrain, de faire bouger les curseurs en fonction d'un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Alors c'est un équilibre, par exemple, pour les gestionnaires que sont l'Office national des forêts, en charge des forêts domaniales ou les forêts communales, pas facile, mais c'est toute l'intelligence du gestionnaire forestier de terrain d'être capable, tout en produisant, d'écouter le milieu associatif, le milieu sociétal, qui a lui-même des exigences, avec en plus cette biodiversité. Mais c'est vrai qu'il faut appeler un chat, hein. Ça nous complique la vie quand même dangereusement. Et comme à côté de ça, dans la compétition mondiale, on a des concurrents qui, eux, n'intègrent pas la fonction sociétale et la fonction environnementale, notre fonction de production, elle est extrêmement handicapée. Donc on ne peut pas non plus systématiquement pointer du bois la transformation et les industries en France, parce que le sac à dos est très chargé et que, si vous prenez l'exemple de l'eau, par exemple, en forêt, le souci avec lequel aujourd'hui on aborde les franchissements de cours d'eau et tout ce qui tourne autour de l'eau, c'est quelque chose qui est intégré comme un coût supplémentaire très important. Il y a des pays, pour l'instant, c'est absolument pas intégré. Donc c'est vrai que votre question est tout à fait au cœur du problème. C'est un problème de curseur. C'est très intégré par les gestionnaires forestiers aujourd'hui. Merci, Monsieur de Normandie. Question suivante. Monsieur, vous aviez levé la main. On va passer le micro immédiatement. Oui, Simon Gaillard, technicien énergie en collectivité. Monsieur Lambert, puisque c'est la nouvelle du jour, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu comment vous voyez l'application, la répartition du fonds chaleur sur l'ensemble de la filière? C'est le comment qui est intéressant. Monsieur Lambert, voilà. Merci. Je ne le vois pas précisément. Je ne veux pas inventer des choses que je ne sais pas. Je vois le problème, qui est le fait que l'on mobilise des fonds pour le fonds chaleur. Le montant, j'ai oublié de l'exprimer, nous avons demandé évidemment que le montant soit largement renforcé. J'en profite, parce qu'après on va me dire vous ne l'avez pas dit, donc je l'ai dit. Largement renforcé, mais qu'il puisse garantir, et donc après il y a un travail parlementaire à faire, qu'il puisse garantir que toute la chaîne, et donc les propriétaires forestiers en premier lieu, et puis après en redescendant, ait un niveau de valeur suffisant pour garantir que l'argent public mobilisé ne nécessitera pas de nouvelles aides publiques ou ne fera pas que le projet avortera ou sera un demi-projet. Donc je n'ai pas bien répondu à votre question, mais au moins on a déjà mis ça en exergue. Et je crois que ça a été entendu au sein du ministère. Par contre, Monsieur Lambert, si vous le permettez, juste dans la foulée de la question de Monsieur, vous avez évoqué la nécessité donc d'une meilleure répartition, d'une meilleure concertation, une meilleure coordination tout au long de la chaîne de valeur. Quelle serait, à vos yeux, la bonne échelle territoriale pour procéder à ces évaluations? Alors effectivement, une préférence pour les SIC. Donc si c'était une SIC qui montait un projet, une SIC dans une société coopérative d'intérêt collectif, où on retrouve tous les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, du projet. Et si c'est sur la SIC que le fonds chaleur arrive, donc après on a vraiment une redistribution à tous les acteurs. Et une SIC, évidemment, elle est liée à un bassin, à un pays, à une logique
forêt, une logique de territoire, et pas à des projets qui sont trop grandioses et qui font... Ni à des frontières purement parfois administratives. Ah ben non, Voilà. il ne faut pas être sur des frontières. Au contraire, justement, une SIC permet d'associer différentes collectivités qui se retrouvent par le fait que la nature et la géographie a fait que c'était dans ce périmètre qu'il y avait un projet à émerger, et que chacune y a un pied, un morceau de ce territoire, qu'elle puisse être dans cette SIC, et pas qu'il y en ait une qui dise tiens, c'est celle juste d'à côté qui va bénéficier, et pas moi, et donc quelque part je vais peut-être bloquer. Donc, ça n'arrive jamais, ça. Ce qui pourrait répondre concrètement à une préoccupation qui a été évoquée ce matin, justement, en termes de limites frontalières parfois en ce qui concerne l'affectation des aides et la concentration des subventions et autres soutiens. Monsieur Collet, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette question particulière ? Dans la même veine, on peut revenir aussi à la motivation du fonds chaleur. Le fonds chaleur, c'est lié à la transition énergétique, etc., à la décarbonation, la gestion du cycle du carbone. Et je voudrais rappeler aussi qu'il y a une nécessité d'organiser le fait que la captation du carbone profite à la surface qui le fait le mieux, à savoir pour l'instant la forêt. Donc là aussi, il y a dans les rapports que nous avons commis la nécessité que cette fonction de captation soit reconnue et que les quotas carbone aujourd'hui, qui ne valent pas grand-chose, c'est une opportunité. Moi, je suis un optimiste de nature parce que ça ne sert à rien d'être pessimiste. Donc, puisque ça ne coûte rien pour l'instant, partageons. Tant que ça ne vaut pas grand-chose, on ne va pas se battre. Quand ça vaudra cher, il en restera une part importante pour l'amont de la filière. C'est aussi une façon de quantifier le bouclage de l'aménité climatique et du changement énergétique et de la participation de la forêt. Merci, Monsieur Collet. Question suivante, Monsieur. Y a-t-il encore une main qui se serait levée que je n'aurais pas aperçue, Monsieur ? Dominique Chauvin, prospectiviste, animateur du groupe de réflexion sur la biomasse du think tank ID. Je voulais revenir sur la systémique que vous aviez évoquée pour améliorer la valorisation quelque part en faisant de la co-valorisation entre le bois d'œuvre, le bois énergie et les autres applications qu'il faut un peu régler au petit poil pour que ça marche. Je voulais parler d'une autre valorisation potentielle du gaz, qui est la transformation du gaz, du bois, de la biomasse en gaz. Il y a déjà quelques technologies qui apparaissent, je pense à celle de Europlasma, mais il y a aussi des travaux de recherche qui sont faits auprès de GDF Suez, et c'est ce que dans mon jargon, par rapport au biogaz, j'appelle le gaz bio. Dans ce cas, on aurait peut-être un 7e F à rajouter à la classification de Solagro, qui serait une filière gaz à créer et qui pourrait, je pense, comme le biogaz, être une alternative au gaz de schiste. Je voulais savoir si cette vision prospective est quelque chose qui est prise en considération, sachant qu'il y a un potentiel par rapport à la demande de gaz bio et par rapport à la biomasse forestière. Merci, monsieur. Alors, sujet sur lequel nous reviendrons demain également, je le rappelle encore, puisque la deuxième journée sera consacrée, entre autres, au gaz d'origine biomasse. Monsieur Couturier. Oui, je me permets de répondre. Oui. C'est effectivement des filières qui sont intégrées dans nos scénarios à long terme. Alors, pas dans l'immédiat, parce qu'on est encore sur des programmes de recherche, mais aujourd'hui, les opérateurs gaziers envisagent sérieusement de produire du méthane à partir de bois. Et c'est vrai que par rapport à l'option cogénération, je pense que c'est effectivement, du point de vue énergétique, plus intéressant. Il y a plusieurs façons de produire de l'énergie renouvelable pour produire du gaz renouvelable ou du carburant renouvelable. Et il faut rappeler quand même que 80% de l'énergie qu'on consomme en France, c'est des combustibles carbonés, et 20% d'électricité. Donc il ne faut quand même pas oublier les 80% du problème. Et c'est pas uniquement une question de substitution des applications thermiques. Donc le méthane d'origine biologique est fortement mobilisé dans nos scénarios, que ce soit Négawatt, ADEME, GRDF, GRT Gaz qui a produit aussi un scénario 100% gaz renouvelable à l'horizon 2050. Voilà, et c'est intégré dans le F Fuel, c'est énergie
Au sens large. Voilà, c'est au sens large. Ça en fait partie. Très bien. Monsieur Lambert ? En complément, oui. Donc, je ne l'ai pas exprimé, mais vous avez aussi des hydrocarbures de synthèse qui devraient être produits d'ici la fin 2014 à partir de poudre de bois. Un pilote du CEA est en cours de construction. Alors, si ce n'est pas 2014, ce sera 2015, mais effectivement, c'est ce que l'on dit. Il faut voir à chaque fois la hiérarchie d'usage, et il y a des arbitrages politiques, je n'ai pas insisté, mais avant tout, quelle est la ressource dont on dispose, la caractériser, et après, il y a un arbitrage politique nécessaire, et territoire par territoire. Si le choix politique de la France est d'être autonome en termes d'hydrocarbures, de gazole, d'essence, et que le schéma industriel, la technologie, c'est nous qui l'avons, elle est en avance, elle est prête, et il faut énormément de poudre de bois, peut-être que bois d'œuvre, etc., et bois d'énergie, chaufferie, passeront à l'as, parce que le politique qui sera en place aura fait le choix de ne plus importer une seule goutte de pétrole brut de où que ce soit. Donc oui, il faut à chaque fois se poser la question. Je force le trait exprès, mais pour d'abord démontrer que l'on doit connaître la ressource dont on a besoin, la ressource dont on dispose, tout à la fois à instant T et dans une vision dynamique. Et après, il y a des choix politiques de qu'est-ce que l'on fait de cette ressource. Merci, Monsieur Lambert. Alors, si nos participants n'y voient pas d'inconvénient, vous venez de commencer à le faire. Je vais proposer le mot de la fin à nos élus que vous venez de commencer, Monsieur Lambert, et puis Monsieur Collet, peut-être pour conclure, si vous le souhaitez. Mais vous souhaitiez peut-être d'abord compléter ce que vient de dire Monsieur Lambert. Écoutez, on finira jamais. Donc, je vais dire ce que je souhaitais. Ça sera les mots de la fin pour aujourd'hui. N'oublions jamais la logistique. On peut tout faire, mais on le fait de façon plus ou moins performante à différents endroits du territoire, suivant l'endroit où se trouve la ressource. C'est exactement ce qui vient d'être dit. Et je crois que, pour terminer sur un autre thème qui m'est cher, c'est l'aménagement de nos territoires. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, nos sociétés se sont organisées géographiquement en fonction de la localisation et de la disponibilité des ressources dont elles avaient besoin. Donc on s'est concentré parce qu'on avait une logique de centrale. Donc quand on a une logique de centrale, c'est plus facile d'alimenter des gens concentrés. Dès lors qu'on va vers une biomasse qui est par nature répartie, il va falloir aussi réinterroger nos systèmes de réseau. Peut-être que demain, il y aura quand même de la valorisation énergétique directe du bois parce que, au plus près des massifs, ce sera le plus performant. Et que pour aller à la méthanation, il faudra se débrouiller pour que le gaz produit soit plus proche d'un lieu où sa consommation est plus pertinente. Donc je pense que nous saurons adapter nos technologies dans toute la gamme du bois, des bois, mais qu'il faudra peut-être aussi se réinterroger sur l'implantation de nos activités, de nos résidences et sur la performance de nos territoires. Peut-être que le modèle, puisque je suis forestier, 50 ans, c'est rien, hein, mais peut-être que ce qu'on a fait depuis 50 ans, c'est peut-être pas ce qu'on va faire dans les 50 prochaines années. Puis vous êtes merci. Essayons-le de l'être ensemble. Merci. Merci, Monsieur Collet, pour cette dernière notion importante de relocalisation éventuellement de cette filière et de certains de ces maillons. Je vous remercie, messieurs, pour vos interventions respectives. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur Lambert, on pourrait passer beaucoup plus de temps. Merci pour votre concision dans ce que vous nous avez rapporté aujourd'hui. Et nous allons, je pense que vous n'y verrez pas d'inconvénient, aller un petit peu plus loin justement dans ces notions de valeur ajoutée dans la table ronde qui suit, puisque nous allons évoquer concrètement ce qu'elle représente en valeur ajoutée pour les territoires, notamment en termes de création d'emplois dans ces filières industrielles. Voilà l'objet de notre prochaine table ronde. Merci messieurs que nous raccompagnons dans la salle sous vos applaudissements.